Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, cette édition littérature qui sera consacrée à la Haute République. Bon, là, je me trompe à chaque fois, hein, c'est phase 3, cette fois-ci, c'est le tome 2, donc la suite de cet album-ci, donc qui sortait le 19 mars, mais donc je n'ai pas encore la copie. Vous avez peut-être reconnu ma voix ici, Francis, en direct de Québec, et comme à notre habitude, on retrouve Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous et à toutes. Ben, ça va super bien. Écoute, on a changé d'emploi du temps là. Là, je l'enregistre après le dîner, mais juste après. Je viens juste de manger, donc je suis bien là. On va essayer de pas s'endormir pendant l'émission, mais ça va super. Ouais, essaye de faire un effort, effectivement. Et là, écoute, je sais pas pourquoi, petit bug de dernière minute, mais on a perdu notre fond d'écran là, classique de Star Wars en direct. Donc, écoute, on va devoir faire 100 pour ce soir. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il me semble bien qu'il était présent encore il y a quelques minutes. Mais écoute, on peut se mettre une jolie couleur là, flamboyante comme ça. Non, je sais pas qu'est-ce qui. Bon, on se l'explique pas, mais c'est pas dramatique parce que vous êtes là pour nous écouter essentiellement sur ce qu'on a à dire sur la Haute République ce soir. Avant d'aller plus loin, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Donc, que vous soyez du Québec ou pas, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook et à venir discuter avec nous, que ce soit comics, romans, beaux livres, etc., etc. Donc, Facebook et Instagram aussi, et de temps à autre, des podcasts aussi maintenant sur YouTube, je crois. C'est ça. Donc, voilà. Star Wars Littérature Québec, facile à retenir. Petit WhatsApp Star Wars, Jean? Ouais, ben, un WhatsApp exclusivement comics, parce qu'on a rattrapé un petit peu tout ce qui sortait en ce moment. Là, dernièrement, on a lu comment ça s'appelle? Le Jedi Knight, donc le numéro 1 de la nouvelle série ongoing, là. Qui est sorti en VO récemment, là, il y a quelques jours. Donc, très, très sympa. C'est par Marc Guggenheim au scénario et Madibek Musabekov au dessin. C'est deux noms que vous connaissez hein, si vous nous suivez sur nos émissions comics. Donc, c'est très, très sympa. C'est très, très joli, très, très joliment dessiné. Le scénario est très, très cool. Ça reprend un petit peu avant l'épisode 1. Et donc, ces aventures de Jedi. Donc, une grande partie des membres du Conseil Jedi, en fait, sur un conflit éternel entre deux planètes. Bon, on a déjà vu un peu cette histoire-là ailleurs, dans la Haute République d'ailleurs. Deux planètes qui sont dans une espèce de conflit éternel et seuls les Jedi peuvent un peu intervenir et régler le problème. Qui-Gon est beaucoup, il est plus mis en avant que les autres, ça fait plaisir parce qu'on aime beaucoup quand il y a du contenu sur Qui-Gon Jinn. C'est un des Jedi principaux. Il y a Yoda et Mace Windu, évidemment, mais il y a aussi les autres qui sont là en background, donc c'est très très cool. Et encore une fois, le dessin est plutôt bon. Je sais que notre ami Loïc de la team l'a lu aussi et a plutôt bien aimé. Donc voilà, il nous donne ses avis sur Discord, hein, si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'était très cool. Et j'ai lu un comic légende, Dark Maul Death Sentence. Alors ça, c'est pas commun, ça, tu vois. De temps en temps, je me fais un petit peu de légende. Et là, je sais pas, j'avais ce tome-là. Et c'est un petit tome de 4 numéros, sorti en 2012, donc. Et c'est par Tom Taylor. Tom Taylor, c'est un scénariste qui avait fait beaucoup de Edge of Resistance, notamment, dans le canon. Et dans le Legends, il avait fait du Boba Fett, c'était quoi, Blood Ties, et il a fait tous les invasions. Alors, si vous connaissez un peu le Legends, le comics Invasion, c'est le comics tie-in de la saga du Nouvel Ordre Jedi, des 19 romans là, qui sont sortis dans les années 2000. Et moi, j'avais commencé à lire ça, le Invasion, à l'époque, quand j'avais fini les 19 bouquins. Enfin, à l'époque, non, il y a 2-3 ans. Moi, j'ai attaqué les légendes plus tard. Une fois que j'avais lu les 19 bouquins, je m'étais fait un peu d'invasion, mais j'avais pas fini. Et ça me motivait de le faire parce que là, ce Dark Maul est très très bien, très très beau aussi par Bruno Redondo. C'est un auteur qui n'a jamais fait de Star Wars autre que ça. Et c'est dommage parce que c'est magnifiquement dessiné. C'est à la période où Dark Maul a ses jambes métalliques là. Et qui est en team-up avec son frère Savage Opress. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'en penses ça? J'ai toujours trouvé ça débile, cette idée. Alors déjà de ramener Dark Maul, je vois pas le. Ouais, tout le concept du frère là, ouais. Voilà, le concept du frère et le concept de ces jambes d'araignée métalliques là, c'est tellement n'importe quoi. Ah, ok, c'est avant qu'il y ait parce qu'après il y a des jambes de droïde, avant d'avoir des jambes plus humaines un peu là.
quand même cyborg, là, mais tu sais, il y a un moment aussi, il y a des grosses jambes de droïdes, de battle droïdes, version X2. C'est celle-là, version un peu, comment il s'appelle? Mais au tout début, il y a des jambes d'araignée, comme tu dis. Là. Quand il le retrouve dans la décharge. Là, Alors, c'est pas vraiment ça, voilà. Je pense que c'est la période après. Tu as les jambes d'araignée, tu as les jambes à la Grievous, donc c'est là. Et il est avec ces jambes-là. Il est énorme, là. Il est très, très, très grand, ouais. C'est très, très con, mais l'histoire est très, très sympa. Il y a un Jedi Trandoshan dans l'histoire, donc c'est rigolo, ça fait un peu, c'est Skir avant l'heure, quoi. Ah, okay. Et c'est assez trashouille. Il y a des Padawans qui se font couper les mains. C'est assez violent. J'ai trouvé ça vachement plus violent que ce qu'on trouve en ce moment dans le canon, mais c'est très, très cool. Hein. Dark Maul Death Sentence, voilà. Excellent. Ben écoute, moi comme WhatsApp, tu vois, j'ai été rechercher notre fond d'écran. Donc voici, on va remettre le fond classique, copyright Danny Pépin, là, Star Wars en direct. Non, écoute, WhatsApp, ben en fait, c'est du comics. Comme toi, tu as parlé de Jedi Knight. Là, tu vois, dans les plus récents que j'ai lus, il y a déjà, il y a le Qui-Gon Jinn du côté des Hyperspace Stories, là, ou en tout cas du côté de Dark Horse. L'histoire est intéressante, je dois avouer, mais j'ai vu ta discussion sur le Discord là, avec des auditeurs. Oui. Écoute, fait que pour l'histoire, ben, OK, c'est bon. Ça va. Il faut se rappeler qu'on est dans le jeunesse quand même. Dans un gros volume, hein, parce que c'est pas juste 20 pages, hein, si je ne me trompe pas. Là, c'est un 90. Volume, 90 pages. Ouais. Par contre, dessin, OK. Insupportable. Okay. Au début, je me dis, OK, on va se faire, je vais m'habituer au style, mais oh, que c'est pénible. C'est dur. Ouais, surtout sur une histoire aussi longue. C'est ça qui est le pire, c'est que tu trouves ça intéressant, mais le visage de Obi-Wan, entre autres, là, est massacré. Big up à Mathieu de notre Discord qui, lui, a beaucoup aimé les dessins. Et je ne sais pas comment tu fais, Mathieu. Écoute, c'est ça, tous les goûts sont dans la nature. Et sinon, je voulais mentionner, pour rester dans le concept de la Haute République, l'espèce de suite. Donc, parce que le dernier numéro de ce qu'on va parler aujourd'hui se terminait avec les aventures vont se poursuivre. Mais la manière que Marvel organisait ça, c'est que c'est comme un spin-off, on va dire, qui s'appelle Fear of the Jedi. Donc, j'imagine que ça va être la peur des Jedi. Et pour l'instant, je ne m'explique pas justement pourquoi c'est pas juste continuer au numéro 11. Pourquoi vendre ça sous le thème d'une mini-série? Écoute, peut-être que ça va être dans les prochains numéros qu'on va comprendre, là, mais c'est ça. Fait que là, c'est Fear of the Jedi. C'est libellé avec le logo noir, là, comme ce qu'on va critiquer aujourd'hui. Mais c'est pas le numéro 11, c'est le numéro 1 d'une mini-série. Avec tous les mêmes personnages. C'est ça qui est le pire. C'est exactement la même troupe qu'on va suivre aujourd'hui, qu'on suivait dans le dernier numéro. Fait qu'écoute, je ne me l'explique pas. Mais autant ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un petit spoiler à peine de mentionner que c'est très, très, très tie-in avec l'audiodrama qu'on a critiqué, qui était Tempest Breaker. Donc, Tempest Breaker venait juste après la BD qu'on va critiquer aujourd'hui. Et la nouvelle mini-série qui vient de débuter en anglais vient tout de suite après. Fait que c'est vraiment là, l'audiodrama est littéralement un élément de comics ou en tout cas, c'est vraiment là. Il vous manque quelque chose si vous n'avez pas pris l'audiodrama. Et vice-versa. En tout cas, je pense que ça va donner l'intérêt à certains de prendre les comics. En tout cas. Parce que c'est tous les mêmes personnages, c'est vraiment la même intrigue qui se poursuit. Là. Et c'est marrant, on ne s'est pas parlé juste avant cette émission-là, mais c'est un petit passage, un petit paragraphe que j'ai dans mon résumé, WhatsApp. Non, pas dans mon WhatsApp, dans mes prises de notes. Voilà. Mes prises de notes, j'ai un petit paragraphe qui explique ça justement parce que c'est le bordel. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée ce qu'ils ont fait Marvel, Star Wars, Lucas édition machin, de lier plusieurs médias sur une histoire qui est continue. C'est un peu bizarre de changer de titre alors que c'est le tome 3 de la Haute République, Fear of the Jedi en fait. Bref, on en reparlera un peu. Oui, c'est ça, chez Arteca. Bref, c'est ça. Puis évidemment, en temps et lieu, on va faire une émission sur cet album-là quand il sera traduit. Donc, écoute, Jean, je te propose qu'on va peut-être rementionner avant l'hyperespace les émissions récentes. Oui, les émissions récentes. Mais alors, dernièrement, en littérature, on a critiqué le tome de Jango Fett. C'est une mini-série en 4 numéros, un petit bonus révélation. Donc ça, c'était en comics, sorti récemment chez Panini en France. Également en comics littérature, c'était Dark Vador tome 9. Donc là, on se rapproche vite, bientôt de la fin de la série Dark Vador, pareil, dispo chez Panini. Et en émission Star Wars
Quoi de neuf, une émission Star Wars en direct un peu plus classique, on va dire. Ben, les dernières news du moment, parce qu'il y a beaucoup de news entre la bande-annonce d'Andorre, la prise, la retraite de Kathleen Kennedy, on va dire, et les dernières news de la Star Wars. Voilà, rumeur par rumeur, est-ce qu'elle part, est-ce qu'elle se fait virer, est-ce qu'elle démissionne, est-ce que voilà. Tout ça, on en parle dans le Quoi de neuf Star Wars. Oui, très intéressant. De mémoire, je crois que c'était Sylvain et Aude dans le Quoi de neuf. C'est ça. Voilà. Donc, écoutons, allons-y pour l'hyperespace et on se retrouve après pour le sujet principal. OK. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais en intro, on est là pour parler du volume 2, tome 2 de la phase 3 de la Haute République. Donc, pour rappel, ceux qui ont du mal à s'y retrouver, le logo est noir pour la phase 3. Il était bleu pour la première et doré pour la deuxième. Doré pour la première. Donc, écoute, c'est pour couvrir les numéros 6 à 10. Peut-être avant de te demander un avis non spoilers, peut-être faire les specs, dans le fond, sorti le 19 mars, c'est bien ça. Numéro 6 à 10 pour un 18 €, 144 pages. Chronologie, comme c'est la suite, on est en moins 229. Avant la bataille de Yavin, scénario par Cavan Scott, les dessins par... Bon, là, on a toute une collection, là, Jim Tow, Laura Braga, Marika Cresta. Aux couleurs, au moins, on a la permanence, si on peut dire, de Jim Campbell. Couverture par un vieux de la vieille. Comment dire, c'est presque le dessinateur par défaut des comics. Au niveau des couvertures, c'est Phil Noto, avec son style bien à lui. Je vous fais la lecture du synopsis. Zine Mrala a réussi à sauver sa bien-aimée Lula non, c'est vraiment une erreur de synopsis. C'est la lecture du synopsis sur le site de Panini. Oh, non. Oui, sur le site de Panini. Non. Et je crois que là, c'est le synopsis du volume Les Aventures, donc l'autre série de la Haute République. Non, sur le site carrément. Ah ouais, bravo. Ah bravo, Panini. Oui, parce que c'est ça, ça parle de Zine, de Lula. Écoute, je ne l'avais pas lu avant de lancer l'émission. Fait que, comme vous voyez, c'est ma faute. Mais bon, je vais partager l'erreur avec Panini, ça reste que... c'est fou. Mais bon. Fait que voilà, puis tu vois, on va venir l'enlever de notre, de notre ruban déroulant. Donc, Jean, avant de partir en spoilers, comment tu as trouvé ta lecture de ce deuxième tome de la phase 3? Alors déjà, il faut savoir, un très très grand plaisir de toujours retrouver la Haute République, la série principale Marvel, on va dire, la série adulte entre guillemets, de Cavan Scott. Alors Cavan Scott, vite fait, voilà, on le redit à chaque fois, mais moi c'est un auteur de la Haute République qui a fait beaucoup de trucs, dont dans la Haute République, il a fait juste un petit roman ou peut-être deux. Non, il a fait un adulte, un young adulte. Il a fait les deux audiodramas, il a fait quand même pas mal de trucs, mais à chaque fois c'était de la qualité, quoi. Il a fait. C'est vrai, il n'a pas fait de grosses merdes, contrairement à certains autres qu'on n'aimera pas. Ouais, complètement. Donc, j'aime beaucoup son style, en tout cas, son style de narration, d'écriture. Pour moi, donc, c'est une des meilleures séries Star Wars Comics du canon. Je sais que quand je commence un tome de la Haute République, je sais que je vais passer un bon moment. Et ça, depuis le début, depuis le tome 1 en phase 1, Cavan Scott a tout fait. Donc, la phase 2, la phase 3, plus toutes les mini-séries qu'il a fait entre-temps. Et, le gars, il n'arrête pas, mais c'est toujours très bon. Écoute, tu fais bien de le mentionner, parce qu'on peut tout de suite clairer ça, si on peut dire. On le mentionnait aussi sur la série Vador l'autre jour. Donc, effectivement, depuis quelques années, Marvel ont au moins rattrapé le coup sur les auteurs. Donc, c'est vrai que les auteurs sont beaucoup plus réguliers, donc c'est beaucoup plus rare d'avoir des remplacements en cours de série. Fait que ça, il faut leur donner, c'est tout à leur honneur. Oui, complètement. Alors ça, c'est le niveau des scénaristes, parce que niveau dessinateurs, c'est pas la même. Moi, j'étais quand même très déçu pour ce tome-là. T'as nommé les 3 dessinateurs principaux là, et pas Ario Anendito, qui était le dessinateur attitré au début de la Haute République et qui petit à petit en faisait de moins en moins. On sait que la phase 2 a commencé à plus trop assurer la totalité d'un tome, quoi, et c'était que quelques numéros. Et là, dans ce tome-là, il n'y a plus du tout Ario Anendito, donc ça c'était une petite déception. Heureusement, les 3 dessinateurs
qu'on a là, c'est quand même des bons, on va dire. J'ai bien aimé les 3 dessins, les 3 styles, on va dire, parce que c'est quand même 3 styles différents. Il y en a 2 qui se ressemblent quand même beaucoup, un qui est un peu plus, ouais, pardon. Ouais, et voilà, et alors il y en a 2 qui ils essaient de s'éranger. Alors je sais pas si c'est leur style ou s'ils ont été embauchés pour ça, mais en tout cas, ils essaient de s'éranger un petit peu à Anendito et à rester un petit peu sur la ligne édito que Anendito avait. Oula, c'est dur à dire. La ligne édito que Anendito avait lancée au début. Mais on verra, Marika Cresta, par exemple, elle n'est pas mauvaise, mais je trouve que son style fait un peu plus. Il est différent. Un peu différent. Voilà, Jimto aussi. Alors, Jimto, parce qu'en fait, c'est drôle quand même dans ce numéro. Jimto, il est là pour les numéros 6, 8 et 10. Et il avait déjà fait le numéro 1 du tome 1 de la phase 3 avec Anendito. Et il avait fait le numéro 2 seul, quoi. Et les numéros 3 et 4, il les a fait avec Marika Cresta. Et Marika Cresta, elle a fait le numéro 7 de ce tome-là. Et Kelnaka, on l'a pas dit, mais il y a Kelnaka aussi, le one-shot dans ce tome-là. Seul, donc c'est drôle, c'est que comme si c'était des padawans qui ouais, c'est de l'entraînement, des stagiaires. Voilà, et puis après on les laisse sur leur numéro à eux. Il y a Laura Braga aussi qui est sur le 6. Alors elle, c'est toute nouvelle artiste Star Wars et elle est sur le 6 avec Jimto justement, et elle est seule sur le 9, hein, comme on disait. Et j'ai trouvé ça. Ah non, elle n'est pas toute nouvelle. Elle avait fait les Ewoks, pardon. Elle avait fait les 4 Ewoks, les 4 numéros de la série Ewok qui sortit récemment en VO là. Oui, qui était magnifique. Voilà. J'aime le rappeler. Oui, qui était très belle. Donc franchement, Laura Braga, nouveau nom et on aura envie de la voir plus souvent. Et donc on lisait Marika Cresta. Elle, c'est celle qui a le plus de crédit sur Star Wars. Il y a du Dr. Aphra, le Vador Black and White là. Ouais, c'est de plus en plus inhabitué, ouais, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et celle qui sera, tu parlais de Fear of the Jedi, et celle qui sera sur toute la série, la mini-série en 5, Fear of the Jedi. Donc le dessin très très bon. Le sujet, on l'a dit, hein, si nous on est complétistes et qu'on a suivi tous les tomes de comics, l'audiodrama et puis la suite, franchement, c'est un gros plaisir de retrouver tous ces personnages. Donc très content. Et le one-shot Kelnaka vite fait, c'est cool de l'avoir mis là en bonus, j'aime bien. J'ai bien aimé, on en parlera dans le côté scénario, mais c'est une histoire assez touchante quand même. J'ai pas mal ressenti pas mal d'émotions lors de la lecture de ce Kelnaka. Et par contre, je comprends pas du tout la logique éditoriale de Marvel et de Lucasfilm pour ce one-shot. Moi, je pensais qu'ils allaient lancer une série de one-shots sur les personnages de The Acolyte. Donc, Kelnaka, on le rappelle, hein, The Acolyte. Ouais, exact. En même temps, il y a peut-être le fait qu'il y avait Kelnaka apparemment coûtait cher un petit peu en termes d'épisodes. Hein, fait qu'il y avait des scènes qui avaient été coupées, jamais filmées en fait. Il y avait des bouts de scénario qui avaient été enlevés de la série The Acolyte sur Kelnaka, justement, entre autres la bataille à un moment donné dans la forêt. Que le groupe arrive, la bataille est déjà passée, mais en fait, on était supposé la voir. Mais pour des raisons de budget, ils l'avaient coupé. Donc, peut-être qu'il y avait d'autres idées comme ça qui se sont dit, bon, on va le mettre dans un comics. Mais, écoute, après, il y a aussi l'échec commercial du projet qui explique peut-être ça. Là. Mais c'est dommage parce que justement, si la série, donc il y a un backlash monstre sur la série, donc ils se sont dit, oula, c'est peut-être pas une bonne idée de lancer des comics, mais justement, explorer le passé, parce qu'on le verra, la Kelnaka, c'est pas du tout lié à The Acolyte, la série. Si t'as pas vu la série, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est juste un petit passage de sa vie avec quelques flashbacks. Moi, j'aurais bien aimé. Oui. Écoute, j'allais dire, pour Kelnaka, on va se garder une réserve. On mentionnera très vite, peut-être en fin, parce que là, de ce que je comprends, c'est que dans le TPB, c'est à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça. Kelnaka. Écoute, tu passeras très rapidement dessus parce que sur le site de Panini, je réitère que le résumé, le synopsis, c'est pas le bon. Mais en plus, pour ce qui est du contenu de l'album, parce que pour rappel, on enregistre quelques jours quand même avant la sortie de l'album. Pour le contenu, il n'y a pas Kelnaka. Ah, ok, pardon. Dans l'album de Panini, ce n'est que les épisodes High Republic, là, 6 à 10. Okay. Quoi que tu vois, peut-être que c'est ça qui écoute, on va quand même passer sur Kelnaka, mais c'est ça, avec une réserve, parce que ça dit les épisodes US Star Wars The High Republic Adventure. Fait qu'il y a une erreur aussi dans le contenu de l'album. C'est pas le bon non plus. Fait que là, puis quand je regarde sur d'autres sites, là, typiquement, là, par exemple, Star Wars Universe, etc., c'est contenu non disponible. Pourtant, on est à quelques jours de la sortie, écoute. Fait que je vais vérifier sur d'autres sites de librairie, par exemple, des choses comme ça, voir si qu'est-ce qu'il y en est, mais... c'est pas sûr.
C'est pas certain, c'est ça. Moi, tu vois, je l'avais pas prévu, là, Kelnaka. Ah mince, désolé. C'est vrai qu'on n'en avait pas discuté un peu avant, mais ouais. C'est vrai que dans le TPBVO, il est inclus à la fin. Okay. Mais bon, excellent. Sinon, écoute, ben là, c'est ça, tu as parlé un peu des artistes, etc. Est-ce que tu voulais donner un avis vite? Ben non, ben c'est ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé, donc non, c'était une très bonne lecture malgré les trois dessinateurs. Même niveau que les autres. Ouais, voilà. C'est la continuité du tome 1, hein. C'est vraiment, ça reprend à la fin du tome 1 avec Cliffhanger. On prend juste après, donc niveau histoire, on n'est pas perdu si on a suivi le tome 1. Non, très bon Cavan Scott, très bon dessinateur. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je vais le mettre. Ma note n'est pas encore définitive. Je vais attendre d'avoir aussi voir si tu me fais changer d'idée sur certains aspects, tout ça. Mais je le mettrai en dessous quand même un petit peu du premier tome et par exemple de la phase 1. Meilleur que la phase 2, mais c'est ça. Un peu moins bon. Entre autres, bon, tu l'as mentionné, là, je vais pouvoir tout répéter, mais le changement de dessinateur à chaque numéro en plus. Tu sais, c'est pas, là, des fois, on a trois numéros, le même dessinateur, puis on change. Là, à chaque numéro, on change de dessinateur. Je veux dire, comme tu dis, là, c'est quoi, là? C'était la journée à amener vos enfants au travail, là, puis ouais, chacun leur tour, là. En tout cas, bref, ça, c'est des choses que je trouve insupportables. Puis côté histoire, écoute, c'est le style blockbuster. Déjà, Cavan Scott est très typé action là, et compagnie, mais là, c'est vraiment encore plus que dans le premier. Fait qu'écoute, ça va très vite. Un bon côté, c'est que ça se raccorde à 2000%, comme je disais, avec l'audiodrama. Donc, mais il y a quand même certains personnages, tu te dis, mais qu'est-ce qui apporte à l'histoire, là, ou qu'est-ce qu'ils font là? C'est-tu vraiment nécessaire? C'est qui ça? C'est quoi le nom du personnage-là, etc. Fait que voilà. Pas le meilleur. J'aurais préféré une... en fait, c'est ça, c'est comme pas une conclusion, hein, tu sais, c'est ça. On sent, là, à la fin, c'est censé être le dernier numéro de la dernière phase de la Haute République, mais on comprend tout de suite qu'il nous manque quelque chose. Oui. En tout cas. Fait que voilà, écoute, je te propose justement qu'on arrête de se priver et qu'on passe en partie divulgateur. Attends, juste avant ça, j'avais pour info, parce que Arion Ingito, donc le dessinateur absent qu'on adore, je me suis renseigné un petit peu sur qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il est sur d'autres projets Star Wars ou quoi? Et pas du tout, hein. Il est sur du Spider-Man et du Power Man, donc malheureusement, il est plus sur Star Wars et c'est bien triste. Et aussi, tu as une petite info là sur Amazon FR, hein. Là, il y a un résumé sur le tome, et apparemment, Kelnaka serait inclus dedans, mais d'où Amazon, est-ce qu'il ne se base pas sur le TPBVO? Je ne sais pas. Donc, non, écoute, j'imagine que ça doit être alimenté par Panini, fait que ouais, je suis dessus aussi, on peut en faire la lecture rapidement. Là. Keeve Trennis trouve enfin ce qu'elle cherchait dans la zone d'occlusion des Nihil. Mais pourra-t-elle faire confiance à Lournadi lorsqu'elle en aura le plus besoin? Qui va rassembler une bande de Jedi, de pirates et de vagabonds fatigués du combat? Mais combien de temps resteront-ils unis? Et en plus, plonger dans le passé de Kelnaka, le Wookiee Jedi de la série The Acolyte, alors qu'il fait ses débuts dans les comics. La Haute République continue avec les aventures de Keeve Trennis, qu'on suit depuis le début de la phase 1. On retrouve également T. Sirek, apparu dans la phase 2, et Kelnaka, l'un des personnages importants de la série The Acolyte, et le rejoignent tous les deux le groupe de Keeve. Non. Ouais, c'est ça, là, cette dernière phrase-là que j'allais dire un peu. Là. Ils n'ont pas lu le bouquin. Non, Kelnaka, c'est vraiment un one-shot à part. Hein. Bref, on passe en spoilers, hein, puis on va pouvoir parler de tout ça. Bon, écoute, je pense qu'on va plus se fier à ton résumé. Ouais. Comme je t'ai dit, on va inclure Kelnaka, là, on va se fier au site d'Amazon parce que visiblement le site de Panini, voilà, sans commentaire additionnel, qu'on en a déjà fait. Et, écoute, vas-y avec le résumé. C'est ça, Kelnaka, c'est à la fin. Et bon, là, écoute, c'est loin dans ma mémoire, mais est-ce qu'il y a une claire chronologie où il aurait pu être mis n'importe où là, dans l'histoire? Ah non, c'est un one-shot qui aurait pu être n'importe où. Mais justement, moi j'aurais espéré, alors ça ne se fera pas, mais qu'ils auraient sorti des one-shots pour genre Indara, c'est ça le personnage de Carrie-Anne Moss, sur un par perso, sur leur passé, genre avant la série, donc comme ça il n'y a pas de lien, comme le Kelnaka n'a pas de lien à la série. Et faire en même temps, c'est pas tous les personnages, par contre, qui étaient vivants à l'époque de la Haute République comics. Oui, voilà, parce que là, en fait, le one-shot Kelnaka n'a aucun lien avec ce qui se passe avec Keeve et tout le bazar. Bref, on en parle après.
Ouais, mais là, après, écoute, c'est dans la suite, là, Fear of the Jedi, là, que... Oui, qui réapparaît après. Ouais. C'est ça. On ne veut pas trop spoiler, là, mais c'est ça. Ah, bon, il est sur la couverture. Voilà. Bah, on s'est fait spoiler quand ils ont annoncé la série, la couverture. Bon, allez, résumé spoiler, allez, on reprend les trucs, parce que là, c'est un peu le bazar là, entre vraiment avec Panini, le Kelnack, tout ça, c'est compliqué. Mais allez, on essaie de se remettre sur les rails. Donc, en fait, on reprend exactement, on le disait, où le précédent tome 1 en phase 3 s'est arrêté. On avait laissé le groupe de Keith Trainis sur la trace de Skir à l'intérieur de la zone d'occlusion Nihil, sur la planète Kindosum, là, bon, on s'en fout. Kiv et Lournadi, alliés des Jedi, hein, Lourna c'était allié aux Jedi, hein. Ils avaient retrouvé Skir, mais Skir complètement fou, là, car il était touché par le Mandrax syndrome, qui le faisait régresser en mode primal, là, et annuler aussi toute sa sensibilité à la force. Et le reste du groupe, donc il y avait Serek, Terek et 2-3 autres Jedi. Ils avaient été confrontés à un Child of the Storm, donc c'est un Nihil qui travaille pour le Baron Boulan, le scientifique Nihil, ainsi que le Nameless du Child of the Storm, là, de l'enfant de la tempête. Et c'est l'arrivée miracle d'un mystérieux individu qui a sauvé les Jedi en tuant le Nameless en question, là. Et voilà, donc on arrive là, donc on ouvre le tome, et là, on commence direct par Terek et Serek, previously, donc qui attaque ce mystérieux individu qui a en sa possession une espèce d'artefact Sith, une espèce de gantelet magique, et lui, il va pas répliquer quand il va se faire attaquer, au contraire, il va se présenter comme étant Tei Sirek, donc un personnage que les lecteurs de la phase 2 reconnaîtront, hein. Tei Sirek plus vieux, évidemment, vu que ça se passe une centaine d'années après la phase 2. Par contre, les Jedi sont choqués de le voir porter un sabre laser. Donc, parce que en dessous de sa cape, il a un sabre laser. Et donc, ils sont là, oh, t'as buté un Jedi, c'est pas bien d'avoir ce chapeau laser. Et lui, il fait, attendez les gars, calmez-vous, je vous explique. Et bam, petit flashback au temps de la phase 2, on retrouve un plusieurs pages, quand même. Oui, c'est petit de genre 6-7 pages. C'est vrai qu'il est un peu long comme flashback. Donc, Tessirek en mode jeune, du coup, phase 2, sur Jeddah, quand il était... c'est cool, c'est un petit rappel sur... si jamais tu as jumpé la phase 2, donc ça te fait un petit rappel sur le personnage. Et donc, à cette époque-là, il était membre du conseil de Jeddah, appelé la Convocation de la Force, une espèce de groupuscule où il y a plusieurs représentants de différents groupuscules de la Force sur Jeddah. Et parmi eux, on retrouve aussi Wildermack, hein, ça c'est un Jedi principal des comics de la phase 2. Et le flashback, alors, ça va nous révéler vite fait une relation amoureuse entre Tei et Mac, hein, on en parle plus tard, là c'est particulier on va dire. Et Tei va vite fait nous expliquer qu'il est là pour arrêter le Baron Boulan. Donc là on revient post-flashback, on revient dans le présent. Donc il est là sur cette planète pour arrêter le Baron Boulan qui a kidnappé les victimes pour ses expériences. Il fait sauver un petit peu tout ça, les kidnappés. Tei va donc rejoindre le groupe, et parmi les victimes de Boulan, il y a la mystérieuse enfant Yakomb, que protégeait Skir à la fin du tome 1, vous vous rappelez. Et donc là, l'enfant Yakomb y arrive, elle se dévoile, et elle a l'impression d'être, comme elle est dans une transe de la force, une espèce de transe de crise. Donc là, petit malentendu entre nos héros. Donc Seret, il veut buter la fille. Skir, évidemment, veut la protéger. Ça part en vrille là entre eux. Donc il y a Kiv qui arrive, qui intervient, qui calme un peu le jeu. Calmez-vous les gars, c'est bon, on est dans le même camp. Hein. Surprenamment, Lourna aussi, elle arrive et c'est elle qui console la petite Yakomb qui est complètement partie en live. Et étrangement très maternelle dans cet album-là. Ouais, c'est vrai, hein. Une autre facette de Lourna qu'on ne connaissait pas trop. Un des Jedi du groupe meurt, alors ça c'est suite aux blessures de ce qui s'est passé dans le tome 1, une espèce de vieux maître, j'ai plus le nom là, donc petite cérémonie où on l'incinère, on le crématise, on dit comment en français? On l'incinère? On le crématise? Ouais, l'incinéré, ouais. Voilà, donc après il se repose une nuit. Pendant cette nuit, Kiv a des visions de Nameless là, qui les tue tous, donc elle se réveille en panique. Au même moment où il y a la petite Yakomb justement qui se fait enlever par le fameux enfant de la tempête, là, le fameux Nihil qui était toujours dans le coin en fait. Lourna a mis un tracker sur la fille Yakomb, donc ils peuvent la suivre pour retrouver la base du Baron Boulan, ça c'est très cool. Et la base se trouve en ce moment en tout cas sur un vaisseau. Donc Lourna, Skir et Tei vont aborder Tei Sirek vont aborder ce vaisseau. Ils vont trouver plein de laboratoires avec des espèces de containers remplis de Nameless. Tiens, la manière de... Tu as sûrement pensé à Alien 4, la résurrection, quand on passe dans ce passage-là, je sais pas. Comme c'est probablement le pire Alien, à mon avis, non, tu vois, j'ai pas fait le lien. Mais, dommage. T'aimes pas le Alien 4 Non, Résurrection, je trouve affreux. Avec Winona Ryder, là.
Ouais. Moi, tu vois, c'est le premier. Bah, on va pas te parler d'Alien, mais c'est le premier que j'ai découvert au cinéma, donc j'ai une affection pour celui-là. Mais tu dis le pire Alien de la quadrilogie, parce que si tu inclus les derniers de Ridley Scott, bref. Ouais, non, c'est ça. On fera un Alien en direct une autre fois. Ok. Donc, grosse baston entre nos deux héros, enfin, entre nos héros, notre groupe de héros, et les Children of the Storm qui sont sur le vaisseau. Lourna va retrouver Boulan en train de torturer la petite Yakombe. Elle fait péter des bombes qu'elle avait posées un petit peu partout sur le vaisseau, Lourna, ce qui lui permet de récupérer la fille. Mais voilà, un Nameless arrive, se met au travers de son chemin, et est sur le point de se faire bouffer par la créature, parce que les créatures, bon, elles tuent les Jedi comme on sait, mais elles peuvent aussi buter des gens normaux, en mode, tu sais, une créature qui va dévorer quelque chose, quoi, en gros. Donc c'est ce qui va se passer pour Lourna, mais heureusement, Kiv arrive, Kiv qui était resté sur le vaisseau Jedi, elle arrive et la sauve malgré le Nameless Effect prononcé chez Kiv, tu vois. Ensuite, on a Skir et Tey qui sont capturés par Boulan. Kiv va essayer de les sauver, mais voyant que Skir n'est plus sensible à la force, ben Boulan va essayer de rallier Skir à sa cause, tu vois. Ils vont essayer de discuter, ils vont devenir un peu potes. Seret et Terek, eux, sont aux prises avec un Child of the Storm et des Nameless. Lourna, elle, va vouloir ramener le Yakombe, la petite fille Yakombe, au vaisseau, mais voilà, les bombes qu'elle a fait péter auparavant, ben, ça fout le bordel, c'est un peu gros bazar. Donc, tu as Boulan et Skir qui s'échappent du vaisseau dans une navette. Kiv qui récupère Tey, Sirek, et retourne au vaisseau. Lourna, il récupère la petite fille, elle retourne au vaisseau aussi, mais elle va embarquer sur un Jedi Vector pour se cracher et intercepter la navette de Boulan. C'est un peu le bordel parce qu'il y a énormément d'action là. Tu disais, c'est un tome d'action et là, il y a plein de choses qui se passent très rapidement, donc ça peut être incompréhensible niveau résumé. Mais... ensuite, on a Seret, lui qui survit aux explosions du vaisseau. Mais pas Terek. Terek qui apparemment s'est explosé parce que son corps a juste disparu. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Il y a un trou. Il y a un trou, voilà. Donc il était à la place du trou. Donc on se dit Terek est mort. Donc Seret, lui, affirme que Skir, qui avec Boulan a un tracker device avec lui. Donc ça c'est cool. On va pouvoir poursuivre Boulan et Skir. Et donc il les poursuit jusqu'à un champ d'astéroïdes. Et donc, le vaisseau ennemi n'est pas en vue, mais par contre, Kiv ressent la présence de Skir au milieu des astéroïdes, et elle a raison, hein, car la base de Boulan, en fait, se trouve à l'intérieur d'un énorme astéroïde. Ils explorent un petit peu la base, ils retrouvent Lourna et Terek, donc Terek qui était mort le temps d'un tome, ben, il était avec Lourna l'a récupéré. Lourna qui s'était crachée sur la navette de Boulan, ben, elle a atterri saine et sauve sur l'astéroïde. Volontairement, on rappelle, elle a joué au bélier avec un chasseur Jedi, là, voilà, foncé dans la station. Exactement. Donc tout le monde a survécu, voilà. Donc les Jedi commencent à sentir le Nameless Effect au sein de la base, évidemment. Skir, lui, est en train de se faire torturer par Boulan, mais Skir a l'air d'être plutôt consentant de se faire torturer par Boulan, parce qu'apparemment, il y a Nameless qui arrive pour... pour Kiv, le Nameless va buter Skir, donc évidemment, elle va devoir intervenir. Kiv va neutraliser Boulan, mais là c'est Skir qui va intervenir pour ne pas neutraliser Boulan, parce que lui, Boulan, c'est devenu un peu son pote. Donc petite baston entre maître et ancien apprenti, entre Skir et Kiv. Skir, lui, avoue vouloir aider les Boulan dans ses recherches. Alors je crois que c'est pour guérir son Mandrax énorme, hein, c'est ça? Ouais, puis écoute, à tout moment, on se demande en fait s'il n'est pas en train de le mener en bateau, ou c'est ça, là. Moi, c'est les intentions de Skir dans cet album-là, j'ai du mal à suivre, puis là, ben, je vais te laisser arriver avec le dénouement. Mais... Ouais, c'est pas clair, hein. C'est pas clair ce que Skir veut faire. En tout cas, quand Boulan est sur le point de tuer Kiv avec ses Nameless, Skir, en fait, va s'emparer de son unité de contrôle, une espèce de casque qui permet de commander les Nameless, et Skir va donc l'utiliser pour neutraliser Boulan, donc il est knock-out, et sauver Kiv, et faire se barrer les Nameless, comme ça, voilà. Ça, le Nameless Effect se dissipe. Et voilà, et le tome finit comme ça, sur une happy end, avec tout le groupe sain et sauf, donc tous les Jedi sont OK, Boulan, lui, est KO, il est prêt à être livré à la République. Et voilà, et là, on te met le petit mot à suivre dans l'audiodrama Tempest Breaker. Voilà. Ouais, puis écoute, avant qu'on aborde, ou au pire, on va critiquer tout ça, puis après ça, on abordera Kelnaka. Je te propose. Puis tu sais, retour sur la petite phrase qu'on disait qui est bizarre un peu dans le résumé là, sur Amazon. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on voit Kelnaka et son padawan, là, je ne me souviens plus de la race, mais à la peau rouge, dans les numéros de cette série-là. Dans le flashback, en fait, là, que tu mentionnais au début, donc avec T. Sirek. Oh. C'est, comment dire, c'est le lien que je ferais, on va dire.
Et après ça, dans Kelnaka, ben là, on retrouve Keeve puis tout ça. Fait qu'il y a des liens, mais c'est pas vrai qu'elle réunit tout ce beau monde-là en une fine équipe, là, tout le monde ensemble. Mais voilà. Ok. Ah ben tu vois, j'étais passé à côté de ce petit caméo de Kelnaka dans oui, il me semble que c'est dans le flashback qu'on les voit. Parce qu'effectivement, Kelnaka, c'est un Wookiee qui vit très longtemps, et son apprenti qui est dans le one-shot Kelnaka, c'est aussi un alien qui vit très longtemps. Ouais, la peau rouge, là, mais voilà. Ouais. Fait que tout ça pour dire que, ben c'est ça, on attaquera, mais il est présent à quelque part. Là. Je ne sais plus si c'est dans ce flashback-là ou dans un autre, là. Puis c'est à l'époque justement où le Padawan de Kelnaka est jeune, alors qu'on va le voir tantôt dans le one shot, il est plus jeune du tout. Excellent, écoute, ben côté histoire, on t'a déjà un peu couvert ça tantôt en parlant de Cavan Scott. Écoute, on peut dire c'est ça, c'est comme je disais, c'est la suite directe de l'album précédent, c'est le préquel direct de l'audiodrama Tempest Breaker. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Moi, peut-être que de mon goût, il y a peut-être des allers-retours un petit peu inutiles. Tu vois la fuite du premier vaisseau de Boulogne pour se ramasser sur une autre station. À quel point cette poursuite-là était nécessaire, je ne suis pas sûr du tout. Sinon, écoute, Terek puis Serek, tu sais, faudrait le savoir à un moment donné. Arrêtez de nous faire croire qu'un des deux est mort. Là. Parce qu'à chaque fois, il survit. À l'inverse, s'il y en a un qui mourrait, pour rappel, hein, c'est comme plus ou moins des frères. Là. Bon, c'est une race un peu spéciale. Là, fait que évidemment, ça n'existe pas dans notre monde réel, là, mais c'est ça, sont interconnectés les deux. Là. Ouais. Terek et Serret. Mais ben, c'est ça. Là, c'est la je ne sais plus combienième fois qu'ils nous font croire quand un des deux est mort. À un moment donné, il était même carrément tout calciné, là, style effet des Nameless, là, je pense que c'était dans la première phase. Donc, ben, tu sais, c'est ça. Là, à un moment donné, à moins que ça va finir comme ça, puis ça va être le gros punch final, qu'il y en a un des deux qui va mourir pour vrai cette fois-ci. Mais tu sais, là, je trouve un petit peu redondant quand même. Et ça serait intéressant parce que justement, ils ont une espèce de lien, mais vraiment unique. Exact. C'est comme s'ils étaient un peu le même être, parce que c'est des jumeaux, mais c'est encore plus fort que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Là. Ils ressentent vraiment là, exactement ce que l'autre ressent et compagnie. Et justement, alors ces deux personnages que je pense que tout le monde se fout, hein, même si tu aimes la République, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on s'en fout tous. Et justement, toi aussi, donc j'imagine. Et justement, en tuer un, ça pourrait faire quelque chose à l'autre qui pourrait au moins soulever un minimum d'intérêt pour ce personnage. Par exemple. Et c'est pas défaut que Cavan Scott ait pas essayé de nous les faire, de nous attacher à ces personnages-là, parce que toute leur relation, puis justement le risque d'en perdre un des deux, était très présent dans la phase 1. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un côté sans intérêt des personnages. Là, c'est parce qu'on a déjà exploré justement leurs liens, là, puis leur spécificité. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a de plus à ajouter? Bon. Et franchement, ils auraient tué Terek là. Moi, je le voyais pas revenir. Moi, j'étais ils ont enfin tué Terek. Et oui, là, c'était le bon moment de le faire. Et quand il revient, alors ça revient un petit peu comme un jeu sur un jeu. Tu es là, mais d'accord, il est là. Il n'y a pas vraiment d'explication de comment il s'est fait récupérer par l'Ourna ou j'en sais rien. C'est un peu débile. Et justement, je trouve que à la fin, tu vois, ils sont tous là, tous les Jedi sont réunis et tout le groupe est, à part le vieux qui meurt au début de tome 1. Ils sont tous là et ça aurait été l'occasion. Et Cavan Scott, c'est le problème. J'adore Cavan Scott, mais il a du mal, surtout en phase 3, à laisser partir quelques-uns de ses persos. Parce que tous ces persos-là qu'on a dans ce comics, c'est toute sa création. Et j'ai l'impression qu'il les retient, alors que certains pourraient être butés. Orbaline, à un moment, tu as une espèce de Nameless qui le chevauche. Ouais. Il va se faire buter. Ça serait intéressant de voir une espèce de blob se faire hacher, là, comment tu dis. Oui, en fait, il y en a un, hein, Maître Jedi, qui meurt, là, mais c'est ça, moins connu, on va dire. Là. Ouais. C'est un qu'on monte à l'écran, mais voilà, mais là, c'était l'occasion d'en faire mourir un des deux. Là, tu disais les jumeaux. Je trouve que le Death Pool, comparé à la phase 1, le Death Count, il n'est pas assez important, et que ça soit dans le comics, dans les romans, j'avais aussi fait la même critique. Il n'y a pas assez de morts côté Jedi, en tout cas, c'est tout le temps les ennemis qui meurent. Et là, ça aurait été l'occasion, c'est dommage. Non, totalement d'accord. Écoute, c'est ça. Il manque un petit peu de tragique. Puis bon. Alors que les occasions ne manquaient pas. Puis là, on focus évidemment sur Terek et Serret.
Mais écoute, il y a d'autres personnages à un moment donné là, que effectivement, ben, peut-être qu'ils gardent tout ça pour la finale. Ça, on va se garder une réserve là, pour la fin de la phase 3, là, mais bon. Je voulais aussi vite fait parler niveau scénario, et ça je trouve que voilà, Cavan Scott on l'aime bien, mais quand il fait de la merde, il faut quand même le dire. Je trouve que la relation, on en avait parlé déjà en off quand on l'avait lu là en numéro, la relation, alors T-Sirek, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Le Jedi, comment il s'appelait, Mac, c'était aussi un personnage, un Jedi qu'on aimait beaucoup. Ah oui, c'est vrai, c'est dans le numéro, dans le flashback, là, ouais. Voilà, je te laisse avec, écoute. Ça vient de m'en revenir. J'aime beaucoup les romances, que ça soit homosexuel ou pas, je m'en fous, mais j'aime beaucoup les romances, tu le sais. Mais là, la romance entre les deux dans le flashback, elle vient de nulle part. Ah ouais, écoute, en plus, c'est au tournant d'une page. Hein, fait que dans le fond, rien n'indique, ni dans la phase 2, parce que c'est des personnages qu'on a suivis ensemble là, pendant toute la phase 2, ni ici dans tout le flashback, rien n'indique ça. Et là, tout à coup, là, si tu tournes la page, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, tout à coup, le Jedi ultra baraqué, etc., et T-Sirek, l'ex-gardien des Whiz. Et ça, non seulement, comme tu dis, ça vient de nulle part, mais c'est que ça n'a pas d'utilité par la suite. Mais non. Parce que ça pourrait très bien être une relation, je veux dire, comme Luke et Han Solo, là, ça reste quand on dit des frères d'armes ou des... Oui. C'est ça, là, on peut être très, très proche d'une autre personne de la même sexe, pas besoin de les mettre en couple pour justifier le fait que plusieurs années plus tard, il y a son sabre, puis tu sais, comment dire, toute la relation par rapport au Jedi. Fait que c'est ça. Moi, je suis comme toi, j'ai pas compris. Écoute, on va respecter le choix de Cavan Scott. Peut-être que c'est justement, par la suite, il y a une utilité quelconque qui va nous apparaître, mais tu sais, en théorie, c'était une série en 10 numéros, puis là, les 10 sont terminés. Tu comprends? Là, l'autre, c'est comme un extra de 5. Ouais. Fait que c'est ça. Écoute, je suis comme toi, j'ai pas compris, mais au moins, ce n'est qu'une page. Écoute, puis après ça, on continue. Fait que tant que si c'est pour mettre une bizarrerie comme ça, parce que là, je dis bizarrerie, c'est pas le fait qu'il soit homosexuel, on s'en contrefout en plus. C'est un alien, tu sais. Dans des strictement rien à foutre, ça serait un homme et une femme, je dirais aussi, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Ah oui, c'est pareil, ça aurait été Mati, tu vois. Ça aurait été Mati et leur embrasser Mati, ça aurait été la même. Toute la phase 2, on les suit pendant, c'était 2 tomes quand même. Et il y a des relations qui se tissent, mais il n'y a aucun indice sur le fait que leur relation évoluera vers une romance plus tard. Ça tombe de nulle part. Moi, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Surtout, comme tu dis, ça tombe d'une page à l'autre. Alors, il y a un teasing, là, quand je l'ai relis, au début du flashback, on me dit « Ah, ça va pas bien à la maison entre toi et Tay, tu vois, quand Tay s'énerve face au conseil, je sais pas quoi. » Tu dis « Attends, comment ça à la maison je comprends pas. » Je dis « Mais attends, oui, parce qu'ils vivent ensemble, ils sont sous le même toit, et puis apparemment, ils partagent le même lit aussi, donc bizarre. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, même à la maison, je veux dire, ces temps-ci, de temps à autre, j'écoute des épisodes de Friends, tu sais, Joey et Chandler, ils vivent ensemble. Oui, voilà, ça pourrait être... C'est pas un couple pour autant. Pourquoi mettre une romance là? Tu vois, c'est comme enfin, c'est un peu rien à voir, mais dans le Out of Shadows de Danny, la romance, pour moi, elle tombe un petit peu, elle venait de nulle part, vite fait, moins de nulle part, mais là, ça vient vraiment de nulle part, et j'aime pas j'aime bien les romances qu'elles sont teasées depuis le début, tu vois. Alors, Hermione et Ron, dès le tome 1, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. J'adore ça. C'est teasé. Là, quand ça arrive d'un coup, j'ai du mal à l'accepter, mais bon. À moins que c'est ça, il y a des indices, mais on est tellement nuls en relation amoureuse, Jean, toi et moi, qu'on n'a pas détecté les indices. Même si, encore une fois, je sais pas, en romance, je commence à avoir quelques années, quoi, quelques bagues. Oui, effectivement. Ça, mon affirmation valait plus pour moi que pour toi. Franchement, là. Écoute, sinon, vu qu'on est sur les critiques au niveau des choix de Cavan Scott, moi, le personnage de l'enfant, là, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il vient foutre, là. C'est vrai, c'est un peu... On comprend que là, il apporte comme Skier qui lui protège, etc. Mais à la fin, il apporte pas grand-chose. C'est ça, c'est vraiment un style MacGuffin, mais là, ils ont pris un enfant au lieu d'être un objet. Oui, complètement. Oui, c'est ça, c'est parce que, voilà, comme elle est Yacomb, et les Yacomb, c'est encore un groupuscule de Jedha qui est censé être fort sensitive, plus typé Dark Side, mais ça, bon, on ne nous dit pas plus que ça. Et voilà, Boulan la veut juste pour faire des expériences sur ses nameless avec des forces sensitives, quoi, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Ouais, puis moi, j'ai vraiment cru
plus que c'est ça, par après, on aurait un quelconque suivi là-dessus, mais pour l'instant, c'est zéro. Là, donc là aussi, on verra. Puis l'autre personnage aussi, je voulais avoir ton avis, je l'ai mentionné brièvement en partie non-spoil, mais c'est l'espèce de bras droit de Boolan, ou en tout cas, tu sais, que un de ses fils, là, un de ses children, qui est présent là, dans cet album-là, que je sais pas, là, écoute, rafraîchis ma mémoire si on connaissait ce personnage-là. Moi, son design ne me dit rien. C'est pas le même que dans l'album numéro 1. Alors, on met quand même beaucoup l'accent sur lui, je trouve, là, dans cet album-là. Donc, Non, c'est trois Children of the Storm inédits. Et oui, c'est un design un peu pareil. Alors, les deux autres, c'est des aliens. Enfin, les trois sont des aliens, mais on va dire les deux autres, l'autre très insectoïde, ils ont des designs très stylés. J'aime bien. Par contre, lui, le Children of the Storm principal, il est pas fou. Hein, une espèce de zombie blanc, là, c'est pas fou. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais sur la fille Yacombe. Ouais. Elle sert peut-être juste à montrer le côté un petit peu plus maman poule de Lourna. Le penchant émotion de Lourna qu'on connaissait pas jusque-là, ça permet de révéler ce côté-là de Lourna, je trouve. Mais c'est juste pour ça. En plus du côté MacGuffin, il y a cette raison-là aussi, j'imagine, de pourquoi il a introduit ce personnage-là pour Lourna, en fait. Pour développer Lourna, en fait. OK. J'imagine. Écoute, puis tu vois, je vérifiais aussi là, en fait, c'est ça, je fais erreur. Kelnaka puis son élève, c'est pas dans ce numéro-là qu'on le voyait, c'est dans Fear of the Jedi, donc la série suivante. OK. Et c'est vraiment juste dans le one-shot Kelnaka. Écoute, justement, avant de passer à Kelnaka, comment tu as trouvé, on l'a mentionné, bon là, on a 3 dessinateurs qui, en plus, à un moment donné, travaillent en équipe. Se font des échanges, là, deux sur lui, les 2 autres sur l'autre. Tu l'as dit, il y en a 2 que les styles se ressemblent. Marika Cresta est peut-être un peu plus distincte. Les 2 qui se ressemblent, c'est vrai, hein, soit ils ont fait un effort pour se ressembler, soit... mais il y a quand même des différences. Écoute, là, je saurais plus dire, à part Marika Cresta qui a un style un peu différent, les 2 autres, je suis même plus sûr que je serais capable d'identifier là, lequel vous préférez ou pas. Surtout qu'ils ont 2 numéros qui font ensemble et il y en a vraiment un qui font que Laura Braga fait toute seule. Donc c'est pas évident de les différences effectivement. Et je trouve tous les 2 très bons. Hein. Il n'y a pas de problème du tout au niveau dessin, c'est très très stylé. Ça ressemble à du Anandito encore une fois. Mais, tu vois, oui, mais des fois c'est ça. Il y en a, je me souviens plus lequel des 3, mais les visages entre autres que je trouve un peu problématiques. C'est Jinto aussi un petit peu au niveau des visages. Des fois j'ai un petit peu de misère. Je suis d'accord avec toi. On sent que d'un comics à l'autre et aussi d'une planche à l'autre, il n'y a pas toujours le même niveau d'effort de mis là. Non, complètement d'accord. C'est les visages. Alors c'est le visage bizarrement de Kiv. Plus que de genre Skir, tu vois, tu te dirais Skir ou Boolan, ce seraient les personnes les plus dures à dessiner, mais non, eux ça va. En même temps, Skir, le design change un petit peu d'un dessinateur à l'autre. Oui, c'est vrai. Remarquez qu'un des 3 lui fait, je pense que c'est Jinto, lui fait une espèce de crête de pic au centre de la tête, là, beaucoup plus prononcée que les autres dessinateurs. Effectivement. Mais c'est vrai que tu parlais des visages, et c'est surtout le visage de Kiv. Je sais qu'il y a Jinto quand il est tout seul sur le numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, où il y a plus. C'est celui-là le numéro 9. Ah non, c'est peut-être pas celui-là, je vais essayer de montrer des planches. Où tu as des cases, où tu as Kiv a des têtes différentes en fonction des cases. Tu vois. Bon, c'est pas moche non plus, mais. Un visage élastique un petit peu. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, à part ça, non, tout va bien. Et il y a beaucoup de splash pages, hein, Cavan Scott, il aime bien ça, les pages entières et les pages entières, mais il y en a je vais montrer une de Marika Cresta qui révèle le baron Boolan, justement. Je trouve cette page magnifique, quoi. Et je crois que c'est Cresta, hein, que je me trompe pas. Mais en tout cas, c'est super, quoi. Déjà, Boolan, en partant, a un design, je trouve, super. Vraiment, là. Puis, on en parlait d'une couverture aussi. Là. Moi, j'étais déçu, en fait, du choix de couverture par Marvel et Panini. Mais il y a ça. Il y a, entre autres, à un moment donné aussi, quand il découvre les expériences de Boolan, c'est super beau. Là. Tu vois un nameless dans son bocal. Bon, tu l'as à l'écran. Là. C'est en Écosse. Il y a un petit côté horreur là, à ce moment-là. Mais puis écoute, côté ambiance du coloriste, écoute, moi j'ai vraiment rien à reprocher. À chaque fois, je trouve ça magnifique. Des ambiances fit. J'aurais peut-être pris un petit peu plus de noirceur. Justement, quand il explore, il y aurait eu un côté un petit peu plus horrifique si on avait été un peu plus dans le noir. Ouais, c'est vrai.
D'autant qu'Avan Scott, Au-delà on de le sait. ça, les explosions, des fois c'est l'hyperespace, les sables laser dans la forêt, etc. Ouais. Fait que toujours bien, ouais. Ouais. La couleur, effet de lumière, c'est vrai que c'est superbe, c'est superbe. Mais encore une fois, je te rejoins hein, pour le côté horrifique. C'est bizarre parce qu'Avan Scott aime ça, hein, l'horreur. Il nous l'avait dit en interview, mais là, c'est vrai que c'est plus action, c'est plus Aliens que Alien 1, quoi. Mhm. Voilà. Mais ça reste très bien, très très beau. Ouais. Exact. Puis écoute, à ce moment-là, on aborde le one-shot de Kelnaka. Allez, alors tu veux un petit résumé là? J'avais écrit 2-3 lignes. Ouais, un petit résumé. C'était déjà, est-ce que c'est un numéro? J'ai pas vérifié, est-ce que c'est un numéro normal de, mettons, 20-22 pages ou est-ce que c'est un numéro des fois on en a de 30 pages? Ouais. Alors comme j'ai plus le numéro en floppy, j'ai juste le numéro dans le tome, donc j'ai pas calculé. Okay. Mais je te dirai ça là quand on prend. Ouais, vas-y avec le résumé, je vais vérifier. Ouais. Vas-y. Donc, le récit, c'est un one-shot, hein, on le rappelle. On commence par un vieux maître Jedi alien, donc tu disais au crâne rouge, là, mourant, racontant son histoire de jeunesse aux côtés de Kelnaka à son apprenti. L'histoire se déroule donc dans le passé 100 ans plus tôt sur la planète Eiram, juste après la chute de Starlight Beacon. Et donc ce fameux alien rouge, il s'appelle Yarzion Vel, donc c'est le nom du Jedi. Qui n'est que Padawan à cette époque, et dont le maître a péri à bord de Starlight Beacon, justement. Donc le fait qu'il n'ait plus de maître, il va devenir le Padawan de Kelnaka, à cette époque-là. Donc à l'époque de la chute de Starlight, de la phase 1, quoi, en fait. On se retrouve dans la phase 1. Mm-hmm. Par la suite, on va jump en fait d'année en année. Donc on commence 1 an plus tard, puis 2 ans plus tard. En fait, il y a pas mal de jumps temporels comme ça. Et on va voir leur relation évoluer entre maître et apprenti, entre Kelnaka et Yarzion. Ils vont d'abord ils n'ont pas l'air d'être si proches que ça au début. Hein. Kelnaka, il va souvent paraître froid face à Yarzion, en fait. Et puis, ils vont petit à petit se rapprocher, notamment via le fait que Yarzion, donc je montrerai les clichés encore une fois, il a une espèce de crâne allongé, un petit peu à la manière des... C'est quoi le fameux film, là, des cônes, la famille de cônes. Voilà, les cônes. Il m'a fait penser à ça, cet alien. Bon, c'est un peu différent quand même. Mais... En tout cas, il a assez de place pour se faire des tatouages sur son crâne. Et en fait, il s'est tatoué sur son crâne le nom de son premier maître mort sur Starlight, donc, et dont ce fameux maître qu'on apprend dans d'autres flashbacks, c'est pas mal de jump temporel, flashback et flash forward, c'est un peu le bordel là aussi. En fait, son maître aussi s'était imprimé, s'était tatoué le nom de Yarzion Vel, donc le maître s'était tatoué le nom de son apprenti sur son crâne, alors que Yarzion, lui, il fait ça, il a tatoué le nom de son maître sur son crâne, parce que c'est culturel, en fait, c'est sur sa planète, c'est sa race, ils ont tendance à tatouer sur leur crâne le nom de leur plus grand maître, leur mentor le plus important, en fait. Voilà, parce que, évidemment, de toute une vie, tu as plusieurs professeurs, mais là, c'est un mentor qui les a vraiment touchés. Donc, en fait, l'ancien maître de Yarzion et Yarzion se sont auto-tatoués le crâne. Et quand Kelnaka apprend ça, il va être touché par cette histoire, machin truc. Et donc, sur le lit de mort de Yarzion, donc là, on revient dans le présent, entre guillemets, où Yarzion est très vieux. Et donc, il raconte cette histoire à sa nouvelle Padawan. Kelnaka va se pointer sur son lit de mort. Donc, vraiment, Yarzion va mourir dans les minutes. Et on va... Enfin, l'apprenti de Yarzion, la Padawan va remarquer que Kelnaka a sur son crâne, lui aussi, tatoué le nom de Yarzion sur son crâne, comme quoi voilà, les pupils, quoi, les élèves, peuvent être aussi enseignants de choses, de valeurs, ou maîtres, ou mentors, tu vois, ça va dans les deux sens. Quoi. Donc c'est vraiment très touchant comme histoire. Et le numéro se termine par Kelnaka qui va prendre pour nouvel apprenti la Padawan de feu Yarzion qui vient de mourir. Ouais. Donc ça finit comme ça. Voilà. Un peu le bordel, désolé de le résumer, mais c'est vrai que c'est le bordel. À la lecture, c'est plus simple. Hein. Lisez le numéro. Oui, non. Écoute, puis des fois, de ne pas avoir le visuel, ça peut aider dans la mesure où peut-être mentionner que le fameux Padawan, le nouveau Padawan, la jeune fille, c'est une jeune femme noire avec une coupe de... bref, écoute, moi, son nom est mentionné une fois dans une bulle, mais moi, je pensais que c'était Keeve. Ah oui, c'est vrai parce que j'avais pas porté attention. Ouais. Et ça pourrait aussi être Lula, tu sais, je veux dire. C'est plate à dire, là, mais à force de toujours avoir exactement le même type de personnage, c'est ça. Ah ouais. C'est Ordea. Elle s'appelle Ordea, en fait. Ordea, ouais. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ça, exactement, absolument rien à voir. Fait que sinon, côté histoire, le petit côté rattachement avec l'incident, si on peut dire, Eiram, la chute du flambeau stellaire, tout ça, c'est très cool.
Moi, j'ai bien aimé justement le personnage à la peau rouge, le petit côté culturel, comme tu disais, du tatouage, tout ça. Bon, évidemment, le schéma là, du personnage mourant qui raconte flashback, puis ça se conclut avec... bon, le schéma est ultra classique, mais moi, je trouve que c'est super bien exécuté. Fait que pour un personnage qui ne m'intéressait pas spécialement, là, Kelnaka, je veux dire, on s'entend qu'on n'a pas eu le temps de tomber en amour avec là, dans la série télé. Mais ici, non, je trouve ça très intéressant. Puis c'est ça, comme tu dis, non seulement il y a la barrière de la langue, du langage, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Chez Wook, mais en plus, comme tu dis, il est très froid. Là. Il est très. C'est ça, la communication est très limitée. Fait que, non, c'est ça. Côté histoire, j'ai bien aimé. Ouais, très, très touchant. Tu sais, la première fois où j'ai lu ce one-shot quand il est sorti en VO, les larmes me sont montées aux yeux, je t'avoue. Et là, en relisant, ouais, carrément. Là, en relisant, c'est l'histoire du tatouage et tout, là. Enfin, quand tu revois Kelnaka à la fin avec le tatouage, je suis là, putain, mais t'as l'impression qu'il déteste son apprenti, mais non, en fait. Et je sais pas, quelque chose qui s'est fait. Et puis, il le sacre Chevalier Jedi, là, tout ça. Alors, ça, encore une fois, dans l'ordre, je pense pas que ce soit possible qu'un maître comme ça. Chevalier Ziz, un padawan sans conseil, sans rien. Mais c'était quand même beau pour le geste et tout, tu vois. Donc, ouais, ça, les règles de l'ordre Jedi, là, c'est comme les lois de la physique et puis les technologies dans Star Wars. C'est selon le besoin du récit. Essentiellement, c'est pas mal ça. Non, écoute, très touchant. Puis j'ai validé, là, c'est ça, c'est un numéro un peu plus long qu'un numéro normal. Fait que 27 pages, quelque chose comme ça. Fait que ça donne un petit peu plus de volume pour raconter une histoire, parce que déjà, c'est un one-shot. Fait qu'en plus, des one-shots de 20 pages, là... C'est dommage que tu vois, ils auraient tendu ça sur une mini-série de 4 ou 5 ou 6, tu vois, j'aurais pas dit non. Oui, ça aurait valu la peine, je crois. Ça aurait valu la peine. Écoute, tu l'as mentionné tout à l'heure, on est avec Marika Cresta au dessin. Comment tu as trouvé ces dessins, surtout par rapport au reste de l'album? Alors déjà, attends, c'était Cavan Scott au scénario? Oui, je crois. Hein. Oui, c'est toujours Cavan Scott. Au scénario, il n'y a pas de souci. Mais justement, Cresta, sur ce one-shot-là, on retrouve son côté anguleux des personnages. Là, tu vois le personnage alien aux cheveux rouges, enfin, la peau rouge. Il a ce visage un petit peu à la Kive, avec son manteau pointu, là. Mais ça passe très bien. Et justement, alors le coloriste est le même, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Jim Campbell. Voilà, et encore une fois, il sublime les dessins de Cresta. Il y a des planches magnifiques. J'ai trouvé Cresta très très bonne toute seule, encore une fois, comme sur le numéro 7 de la série principale. Donc non, pas de souci. Alors il y a peut-être Kelnaka, alors les Wookiees, on sait que c'est compliqué. Ouais, j'avais exactement la même réflexion que toi. Évidemment, oui, un Wookiee va être un méga test pour un dessinateur comme Yoda, comme l'Empereur. Mais là, c'est ça, elle fait un choix que tu le montres un petit peu à l'écran. Il y a d'autres planches que c'est encore plus évident que le dessus de la tête du Wookiee va être ultra, une ligne là, tracée de contraste. Là, où est-ce que quand même pour la barbe, on va dire, puis pour le reste, il y a plus d'efforts de mis. Donc, je pense que ça va un peu avec son style. Écoute, probablement qu'elle a fait toutes sortes de tests là, avant de choisir de le faire de cette façon-là. Est-ce qu'il ne s'attache pas, genre les cheveux, qui se fait une petite... je crois qu'il n'a pas ça dans The Acolyte, une espèce de queue de cheveux. Écoute, j'ai écrit effectivement sur une image de côté, comme par exemple la couverture de la prochaine mini-série. Ou alors, attends, il y a une variante avec Kelnaka version film, enfin série, mais on ne voit pas trop. Là, c'est une petite miniature. Mais ça me rappelle vaguement quelque chose. Je pense que tu as raison. Mais tu as vu, là, tu vois l'image du film en bas, là. Tu as une espèce de boss au-dessus de la tête. Donc, je pense qu'elle est accurate avec la série. Mais non, un très bon one-shot. On en aurait voulu plus sur les personnages de The Acolyte, mais bon, c'était comme ça. Peut-être à l'avenir, qui sait. Le design aussi tu l'as mentionné un petit peu, là, mais le design de l'alien, je le trouve intéressant. Non, ce n'est pas qu'un humain à la peau rouge. Vraiment, les proportions, les choses comme ça. Entre autres, il y a 3 narines au lieu de 2. C'est un détail con, là. Mais... 3 narines au lieu de 2. Écoute, puis comme tu disais, le crâne, là, pour le visualiser, ça se faisait aussi chez les êtres humains, là, mais c'est une mode qui est disparue
Mais il y a très longtemps, entre autres, certains peuples, là, les Huns, entre autres, t'es réputé pour faire ça. Mais même en France, j'avais vu une fois que c'était une mode, entre autres dans le sud, là, Toulouse et compagnie, qui est disparue juste au début du 20e siècle. Donc, c'est quand même récent qu'ils ont arrêté de faire ça, parce que dans le fond, ça se fait quand les bébés sont tout naissants, le crâne est très, très mou. Donc, voilà, c'est ça, c'était une pratique là, d'allonger le crâne là, à l'arrière. Voilà. Okay. Mais c'était la minute, c'est ça, Histoire de l'humanité de Francis. Mais écoute, le design d'Alien intéressant. Moi, j'aimerais ça personnellement, pas pour les liens de The Acolyte, que ça, on s'en fout un peu, mais c'est ça. C'est un personnage et une équipe là, avec ce Padawan-là qui serait intéressant de revoir. Même si là, c'est ça, là, dans la série Fear of the Jedi, on l'a un peu, là. Bon, c'est ça, comme on disait, c'est pas tant spoilers vu qu'ils sont sur la couverture. Mais voilà. Non, mais c'est un bon bonus. Très sympa d'avoir ajouté ça là. Puis, c'est ça, tu sais, comme tu disais, là, vu que le personnage est très âgé, même mourant au début, là, on ne sait pas trop à ce moment-là la fin se passe en quelle époque. Dans le sens où le nouveau Padawan de Kelnaka, on est en quelle année, ça, c'est pas clair. Alors, on sait que c'est avant The Acolyte, vu qu'il crève dans The Acolyte, mais après, on ne sait pas vraiment, phase 3, un peu plus tard, on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça, parce que dans Acolyte, j'ai aucun souvenir d'une mention de Padawan, d'aucune façon. Non, c'est ce qui est cool, bon, après, moi, j'aurais bien aimé des liens avec la série, mais là, il n'y en a pas du tout, et ça va, ça se passe très bien. Donc. Sinon, écoute, je mentionnerais, là, vu qu'on était sur les dessins, j'ai eu énormément de mal avec le design de Elzarman de Marika Cresta. Écoute, en fait, il a presque l'air asiatique, là, si jamais tu retrouves l'image, là, mais vraiment l'air d'avoir les yeux bridés. Mais écoute, mais c'est l'époque qu'il n'y a pas encore de barbe, là, fait que c'est pas Elzar. Elzar, on voit vite fait sur Eiram, vite fait. Là, c'est Elzar, le beau gosse, c'est ça, charmeur de ces dames. C'est ça, il n'a pas encore trauma, il ne se laisse pas pousser la beubare encore. C'est ça, exact. Mais, c'est ça. Sinon, surtout pour un one-shot, moi, je peux dire satisfait, là, parce que les one-shots, c'est ça, très souvent, c'est décevant. Trop souvent. Voilà. C'était pas mal, voilà, écoute, à ce moment-là, il y a les couvertures qu'on a pas abordées. Vite fait, j'avais 2-3 mots parce que je te rejoins sur le fait que Marvel et Panini, ils ont choisi la facilité en nous mettant la cover du numéro 9 parce que j'imagine, ils ont vu des sables laser, ils se sont dit, on va mettre ça, mais je trouve que c'est la plus faible de toutes. Ouais, écoute, exactement comme toi. Personnellement, c'est celle que j'aurais pris en dernier. Oui. Entre autres, celle avec Boulan qui torture, entre guillemets, Skier. Écoute, ça, je trouve ça incroyable. Même celle que c'est juste Keeve, là, je comprends que ce serait peut-être moins vendeur, mais je la monte à l'écran, celle que c'est Keeve devant un feu de camp. Après, c'est l'effet fil, elle est très jolie, mais là, c'est l'effet fil noto. Fil noto, il est très, très fort pour les poses, mais dès que ça bouge un peu, là, tu vois l'effet de flamme, ça fait très statique. Moi, ça me fait penser à du... Est-ce que tu connais le jeu Mega Drive Altered Beast? Ça te dit quelque chose? Non. Puis tu vois, je n'avais pas de... Mais déjà, ici, c'est Genesis. Jean, Genesis. Assume ta position géographique. Ah ouais, non, mais ça, c'est nom de merde. Désolé, les gars, mais j'adore votre pays, mais le nom de la Mega Drive, il est affreux ici, quoi. Enfin, c'est comme un nom débile. Genesis, c'est un groupe de rock, les mecs. Bref. C'est un débat pour un autre jour. C'est aussi un mot en anglais, tu comprends? C'est Genèse. Bon. Oui, non. Mais oui, là, tu montres encore une fois alors, celle-là, ils l'ont choisi en 4e. Ils n'ont pas été trop cons chez Panini et Marvel. 4e de couverture, quand même. Mais tu aurais pu mettre la 6, la 7, la 8, la 10, mais pas la 9, quoi. La 9, encore une fois, fil noto, c'est 2 Jedi qui se battent au sable laser. Et là, ça le fait pas, quoi. C'est statique. Là, ça fait pause de statue. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils sont même pas, encore une fois, c'est pas grave, ça, mais ils sont même pas. Enfin, il n'y a pas cette scène dans le comics, quoi. Bref. Alors que les autres, oui, elles y sont. C'est vrai. Écoute, mais bon. Puis, celle de Kelnaka est très belle, quand même. Ouais, celle de Kelnaka est très, très jolie. C'est encore fil noto. Ouais. Kelnaka, voilà. Kelnaka en gros plan, de plein pied, je veux dire, de plein pied. Par contre, je voulais revenir sur la couverture. Alors, c'est la 7 où il y a Tay Sirek. Et ça, il faut dire que lors des 6. Voilà. Alors, déjà, je trouve ça complètement con d'avoir mis Tay Sirek en version jeune, alors que, on l'a quasiment. Écoute, parfaitement d'accord. Vraiment, là, c'est là-dedans qu'il y a le flashback, mais tu sais, n'empêche. Sinon, écoute, parfaitement d'accord, je ne comprends pas. En plus, il est tellement plus stylé, comme on dit, je trouve en version vieux, donc bon. C'est ça, à moins que ça soit, tu sais, pour les sollicitations, parce qu'ils sollicitent les comics, les covers de plusieurs mois à l'avance. Et je me rappelle que quand celle-là était sortie,
mais ça nous avait spoilé le fait que Taysirek, qui est un personnage de la phase 2, revenait en phase 3. Ouais. Et j'étais un peu deg parce que c'est un personnage qu'on aime bien, j'aurais bien aimé avoir la surprise. Donc là, je trouve ça un peu débile d'avoir choisi ce personnage-là pour une cover, quoi. T'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon. Ben, comme tu dis, c'est tellement fait à l'avance, des fois, je me demande même s'il n'y a pas carrément des choix, des changements faits parfois, puis qu'au final, ils ont gardé Oui, peut-être, la ouais. commande qui avait été faite, hein, mais bon. Ouais, sûrement. Ouais. Par contre, je vais te montrer On des. se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment très longtemps à l'avance que tout ça est fait. Ah oui. Donc, Dans les 6 mois, les sollicitations, là, je crois. Il y a encore les sollicitations de juin qui sont sorties, là, je crois. Enfin, OK. c'est vraiment en avance, quoi. Par contre, je vais te montrer les variantes, et là, tu vas voir que, Ouais. surtout pour Kelnaka, c'est dommage de ne pas avoir mis les variantes en pleine page. Alors là, tu as une variante avec Boulan. Oh, ouais, rouge ça, ouais. Magnifique. Superbe, franchement, elle est superbe, rouge et noir, là, de Lee Garbett, c'est la variante du numéro 7, très très belle. Hop, là, je fais des bêtises. Hop, alors là, ouais, c'est pareil. Il y a des Pride variantes, alors, ok, Ouais. c'est Les cool. personnages qui n'ont aucun rapport avec la série. Là. Voilà, ben là, c'est Santeka et l'autre, comment il s'appelle l'autre, son pote, Kier Santeka et... Ah, j'ai plus son nom. Et Du c'est pas un graphe, là? Graph, voilà, là, le graphe, Graph, voilà. Donc, c'est cool. Alors, ils font partie de la phase 3, il n'y a pas de souci, sauf qu'ils font pas du tout partie de ce comics. Et si tu voulais faire une Pride variante, ben, tu nous mets, ben, voilà, tu vas jusqu'au bout de ton délire et tu nous mets Taysirek avec Vildarmak. Ah, ça c'est nous vrai. aurait fait. Et voilà. Ah oui. Mais bon, bref, hors série, j'aime pas. J'aime pas quand ils font des variantes hors sujet total. Ouais, non, effectivement. Mais il y en a tellement, les gens ne réalisent pas, hein, mais Voilà. ça, écoute, c'est pour alimenter les collectionneurs. Là, fait que c'est comme la fameuse série là, que c'est des imitations de boîtes de figurines. Là, ouais, voilà. C'est voilà. Les collectionneurs, il faudrait qu'ils arrêtent d'acheter, qu'ils achètent plutôt des covers comme celle-là, là où on voit Lourna découvrir en mode Ellen Ripley, donc magnifique par Rod Race. On connaît beaucoup, hein, Rod Race, il fait beaucoup de variantes, superbe. Il y a quelques variantes avec Kiv, malheureusement, elle n'est pas très bien mise en avant, je trouve. Dans le tome, je chercherai un peu là, parce qu'il faut que je cherche. Il y a une autre variante avec, c'est ma préférée de Lourna, mais elle est perdue dans le tome, donc je vais te montrer ça après. Il y a les fameuses Kelnaka. Alors là, la Kelnaka en mode Mace Windu, un petit peu le tome de Mace Windu. J'aime beaucoup ce style avec. C'est pas une photo, hein, c'est très photoréaliste, mais c'est vraiment un dessin par Bjorn Barends. Là, après, bon, pareil, les variantes films, je comprends pas. Comics, ça doit être dessiné, c'est pas juste une photo qu'on met sur un fond dégueulasse en plus. Et donc je cherche, je vais te chercher, je l'ai plus là, la variante Kelnaka magnifique et la variante Lourna magnifique, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je les ai perdues. Elles doivent être perdues en début de numéro parfois. Ouais. Mentionnons, je ne suis pas certain du tout. Des fois, Panini en met à la fin des albums selon tu as retrouvé, tu nous mets à l'écran, donc variante très japonaise. Oui, c'est Takeshi Okazaki. Ah là là, j'arrête pas. Takeshi Okazaki, il avait déjà fait plein de variantes, notamment sur les Ronin et les Vision, donc ça fait sens. Et voilà, ultra japonaise, mais elle n'est pas stylée cette couverture là. Putain, oui, chacune qui fait, parce qu'il en fait quand même souvent, sont toujours très, très, très stylées, comme tu dis. Bon, après, c'est pas comment dire? Ah non, c'est pas du tout ce qu'on aura à l'intérieur. C'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur du côté, c'est ça. Moi, il y a un petit côté fausse représentation où tu t'attends un peu plus à du japonais, du manga, etc. Ouais, complètement. Mais ouais, ce que j'avais commencé à dire, c'est que je doute qu'ils vont être à la fin de l'album de Panini. Et ouais, c'est dommage, ça serait bien. Avec une magnifique variante de Lournadi. Ah mais tu vois, c'est ça, dans le premier tome, il n'y en avait aucune à la fin. Ah, mais c'est dommage. C'est dommage. Ça dépend vraiment là, du nombre de pages auxquelles il arrive à la fin. Puis tout ça. Ouais, non, mais je comprends après, un niveau prix aussi. Ils veulent peut-être rester en dessous des 20 €, donc ils veulent pas trop dépasser. Donc ça se comprend, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est comme ça. Excellent. Fait qu'écoute, si tu avais à donner une note à l'album du jour. Ouais, note. J'avais donné un bon 10. Non, juste un 16 sur 20 au tome 1, bizarrement. Je crois que c'est l'absence d'un Endito peut-être qui m'avait fait descendre aussi bas, parce que 16 sur 20, c'est quand même bizarre. En tout cas, moi, celui-là, je lui mets un 17 sur 20 pour le tome 2. Donc, très bon Cavan Scott, très bon perso, très bon dessinateur, les trois sont très bons. Et le Kelnaka, certes, anecdotique dans l'histoire principale, mais en bonus, qui fait plaisir et très touchant. Donc, un 17 sur 20 pour le tome 2. Voilà. Excellent. Ben, tu vois, moi, le one-shot de Kelnaka, comme je disais en intro, on va considérer qu'il est dedans. Là, on va se fier à Amazon et non pas au site de Panini. Mais me fait rehausser la note parce que c'est ça, je le mettais plus bas
que le tome 1. Et au final, tu vois, je vais quand même le mettre juste un point plus bas, donc à 15/20, là, à 75%, très honorable pour ce volume 2. Mais comme je disais, c'était une série en 10. Moi, je suis désolé, je m'attends à une conclusion à la fin. Là, il n'y en a pas. Là. C'est zéro conclusion. Parce que, comme on expliquait en intro, il y a une mini-série, il y a l'audio-drama qui suit ça. Après, tu sais, c'est bien là, le tie-in, mais à ce point-là, là, c'est carrément la suite de l'histoire est en audiodrama. La suite de l'audiodrama retourne en comics dans une mini-série. Voilà, en gros, je voulais pointer sur ça. Donc là, on a eu les tomes 1 et 2 de la Haute République, phase 3. Là, pour avoir la suite de l'histoire, il faut que vous alliez écouter l'audiodrama Tempest Breaker. Et après l'écoute de l'audiodrama, il faut que vous commenciez donc la série Fear of the Jedi dont mentionnait Francis, qui est une mini-série en 5, mais en fait, on peut le considérer Fear of the Jedi comme le phase 3, tome 3, en fait. C'est vraiment la suite de l'audiodrama. Le seul problème, c'est que je trouve ça débile que Marvel ou Lucas est foutu un audiodrama. Là. Alors, l'audiodrama est excellent, il n'y a pas de souci, mais que l'audiodrama coupe, en fait. On a plusieurs formats pour une histoire qui prolonge les personnages en continu. Ouais. Ça m'a fait penser énormément à la série de jeux vidéo, toujours Kingdom Hearts, où il y a 36 épisodes. Bon, il y en a 3 principaux, mais il y a plein de spin-offs, il y a plein de supports différents. Donc, si tu veux tout suivre l'histoire, il faut que tu achètes toutes les consoles et c'est le bordel et personne n'avait fait ça. Donc, j'ai trouvé ça pareil. Alors, c'est moins flagrant que sur Kingdom Hearts, mais là, on a deux médias. C'est d'autant plus vrai pour la version française. Parce que en plus, si, oui, les versions originales anglaises, elles, ils sortent dans le bon timing chacune, tu sais, une à la suite de l'autre. Là, ça ne sera pas le cas en français, ça ne sera pas le cas du tout. Puis, j'ose croire que c'est la même chose dans les autres langues de traduction. Donc, petite acte. En fait, on ne sait même pas là, si voyons, Pocket, là, puis Lizzie va traduire, ou Pocket en version script va traduire l'audiodrama. Fait que ça fait quand même un gros trou dans cette histoire-là là, on va dire de cette équipe-là, de Keeves, Skier et compagnie. Après, on ne l'a pas dit, mais l'audiodrama, on l'a dit dans l'audiodrama, elle écoutait cette émission, elle est super. L'audiodrama résume ce qui se passe dans les 2 tomes de la phase 3, là, vite fait. Donc, oui. Au début, les premiers chapitres, effectivement, c'est comme un résumé. Quoi. Comme un résumé. Mais donc, ça, c'est cool si tu écoutes l'audiodrama, mais comme tu le dis, s'il n'est pas dispo en français, ça va être cool. Mais puis, écoute, on abordera un peu plus la question sur quand on critiquera la mini-série, l'album de la mini-série Fear of the Jedi qui vient de débuter en anglais. Mais je peux tout de suite dire qu'il me semble manquer quand même ce fameux résumé. Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'audiodrama? Donc là, si on passe de cet album-ci au suivant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là. Je veux dire, écoute, on ne fera pas un résumé d'audiodrama ici, là, mais je veux dire, pour tous les personnages principaux, il y a des gros changements et ça commence très raide. Fait que bref, voilà, on en reparlera un autre tantôt. Écoute, je pense que c'est sur ces très bonnes critiques. On va conclure l'émission d'aujourd'hui. Encore une fois, je dis très bonne critique. Là, je pense que c'est quand même très honorable comme note. Puis écoute, on sort d'une période où Django Fett, c'était pas super. Ouais, bonne surprise. Mais rappelons là, qu'on a eu une période là, entre Mace Windu, le Tron qui manquait la fin du roman, etc. Les Mandaloriens. Les Vador. On a eu quelques mauvaises. Je pense que les auditeurs nous trouvaient peut-être un peu sévères ou en tout cas un peu négatifs sur certains épisodes. Fait que ça fait du bien quand même de remonter la pente. Sur la Haute République. On verra si ça se maintient pour la version jeunesse, les aventures. Ouais, ça nous avait clashé un petit peu. Hein. Ça sera le prochain en passant, c'est ça, ça sera le prochain comics là, à critiquer dans un mois. Oui, effectivement. Comme toujours, on vous demande votre aide pour publiciser l'épisode, en parler autour de vous. Les pouces, les j'aime et compagnie sur les différentes plateformes, les partages, surtout sur YouTube, vos commentaires, venez nous dire ce que vous avez pensé de cet album-là ou de la série de la Haute République de façon plus large. Est-ce que vous arrivez à vous maintenir à jour aussi? Là, on sait que vu le volume, la quantité de stock qui sort de la Haute République, beaucoup de monde ont décroché parce qu'ils n'arrivaient juste pas à maintenir le rythme. Donc, voilà. Puis, on rappelle sur venez nous rejoindre sur le Discord aussi. C'est là que je trouve qu'il est le lieu de prédilection pour l'éducation, entre autres littérature, mais aussi tout autre sujet. Là.
Et ben, c'est ça, les différents membres de l'équipe, là, on discute avec vous quand même assez fréquemment sur Discord. Donc, Jean, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient justement côté à la fois littérature et pour le reste? Eh ben, la littérature, tu l'as mentionné, c'est la comics La Haute République, les Aventures, tome 2, qui sortira en avril, en français chez Panini, et un roman, là, un gros roman, là, on bosse tous dessus, je crois, Reign of the Empire, The Mask of Fear, le nouveau roman d'Alexander Freed qu'on adore, et ça sera notre prochain gros épisode littérature, roman. Voilà. Oui, qu'on essaiera de faire en direct d'ailleurs, si les horaires des différentes personnes qui veulent participer concordent. Parce que là, on a un bon, je crois qu'on est 5 peut-être au moins dans l'équipe, peut-être même plus là, à être dans la lecture de ça. Bon, je dis à être dans la lecture, je sais que toi, tu l'as déjà fini 2-3 fois. Hein, on a rattaqué, j'ai commencé la deuxième lecture là, pour la prise de notes, et oh là 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 là, j'ai hâte qu'on fasse l'émission. Là. Oui, écoute, moi, j'ai pas terminé, mais jusqu'à maintenant, très satisfait, donc voilà. Voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde!